nos établissements scolaires et à l'état de notre système éducatif. On l'a déjà dit, encore aujourd'hui, nous abordions déjà dans la commission permanente précédente un problème relatif à un héritage qui nous est légué, la vétusté des bâtiments de nos établissements scolaires. Sans surprise, donc, nous voyons qu'elle touche également nos deux collèges des Tuamotu, notamment celui de Makemo, qui n'a pas été rénové depuis 30 ans. Le collège de Hor a quant à lui effectué plusieurs travaux de maintenance, comme il a dit, de rénovation entre 2017 et 2021. Il reste la réhabilitation des toitures qui reste à être engagée, et soulignons également le coût toujours élevé de la maintenance des osmoseurs qui garantit l'accès à l'eau potable des élèves. Donc, on l'a déjà répété, il devient plus qu'urgent pour éviter la dégradation des conditions d'enseignement et pour assurer la sécurité des élèves de s'atteler sérieusement à un programme de rénovation cohérent de nos établissements du second degré. Et pour ce qui est du collège de Makemo, les salles doivent être réaménagées, une infirmerie construite, etc., etc. C'est en cours d'étude. Ces derniers jours, l'État a annoncé la prochaine saison cyclonique. N'oublions pas que l'État va investir dans les abris cycloniques au Tuamotu, promesse de Macron. Mais la sécurité des collèges, elle, reste à notre charge. Alors, Fatriaou, Faituitu. Au cours des dernières années, nous avons également pu observer une adaptation progressive de nos établissements aux évolutions technologiques, ordinateurs, tablettes, applications et connexion à Internet. D'ailleurs, en novembre 2022, le pays a signé une convention avec Onati pour améliorer la connectivité de nos établissements scolaires pour soutenir le développement de l'éducation numérique. Or, nous pouvons aisément constater à travers les rapports que ces deux collèges rencontrent des difficultés persistantes concernant l'installation de la fibre optique. En effet, il est regrettable que ces problèmes n'aient pas encore été résolus à ce jour, alors qu'il suffirait certainement à la DG2E de dépêcher des techniciens mandatés par le fournisseur d'accès choisi. L'accès à une connexion Internet haut débit via la fibre optique est possible et aujourd'hui, elle est essentielle pour l'administration, l'éducation et l'apprentissage. Cette nécessité est d'autant plus cruciale dans nos archipels éloignés. De surcroît, il est manifeste que malgré les mesures prises, l'ancien gouvernement n'a pas poussé ses initiatives jusqu'au bout. On peut également relever un certain manque de cohérence, puisque la DG2E, à l'époque, a fourni des outils informatiques tels que des tablettes aux établissements scolaires, sans résoudre au préalable la connexion Internet, et notamment celle au haut débit. C'est comme si l'on vous fournissait un vélo sans la selle. C'est pas très confortable. Afin de soulager nos établissements scolaires, voire nos communes même, il serait certainement judicieux que l'accès au numérique soit totalement géré par le pays, notamment dans les archipels éloignés. En étudiant la possibilité de mettre en place des forfaits Internet supérieurs, augmentés et dédiés, voire même gratuits. Durant les 100 jours, le président Moïté a abordé la question du logement en Tahiti. Force est de constater que les archipels, malgré eux, participent à renforcer ce problème du logement. En effet, l'absence de lycées dans les Tuamotu Gombiers favorise les afflux post-collège des élèves vers les îles du Vent. J'aimerais rappeler que l'archipel des Tuamotu Gombiers est axé sur la pêche, copra, et qu'il abrite une activité intensive dans les fermes perlières et d'autres filières y seraient à développer. Dans cette optique, pourquoi ne pas envisager la création d'un campus de la mer ou un lycée de la mer regroupant toutes les activités qui y sont liées. Puisque nous assistons à une décentralisation de l'activité économique dans nos archipels, il serait temps de faire de même au niveau de l'éducation. Une disposition alternative pourrait bien fonctionner. En parallèle de l'instruction en famille, celui de l'instruction à distance. Dispositif qui aurait pu être largement déployé depuis la pandémie et qui aurait évité à des élèves autonomes et équipés, mais souffrant d'éloignement du cocon familial, de subir un éventuel échec scolaire, notamment à l'entrée au collège. L'enseignement en distanciel permettra aux élèves volontaires de rester dans leur archipel respectif, si ce n'est dans leurs îles, au grand bonheur de nombreuses familles. Cette alternative n'est pas assez reconnue au sein du système éducatif. Certains élèves qui y ont recours rencontrent ensuite des difficultés à réintégrer les cursus classiques. À l'instar des équivalences, nous devrions offrir à ces étudiants la possibilité de réintégrer le cursus traditionnel sans contrainte. Et inversement, nous devrions être plus flexibles avec ceux qui optent pour l'enseignement à distance. La mise en place d'internats contribue également à la limitation des déplacements.
Cependant, ils font face à une saturation croissante. C'est pourquoi je tiens à féliciter les initiatives telles que les week-ends en internat, les WAY, les programmes de loisirs en internat, les PLAY, mis en place dans les internats du collège de Ho et Makemo, afin d'atténuer les problèmes liés à la distance. Ces dispositifs, on l'a dit, offrent aux élèves des activités éducatives, sportives, culturelles et préventives, en dehors des heures de classe, notamment les week-ends et les vacances scolaires. Ils témoignent aussi de l'engagement remarquable des équipes éducatives et du personnel d'animation, puisque les résultats scolaires sont en progression depuis 3 ans. J'encourage vivement la mise en place de tels dispositifs, car ils contribuent à maintenir l'élan éducatif des élèves, même en internat, et à lutter contre le décrochage scolaire. J'en profite pour évoquer le CETAD de Ho, car ce dernier offre la possibilité à nos jeunes de l'archipel de pouvoir bénéficier d'opportunités éducatives et de formations professionnelles certifiées qui seraient autrement inaccessibles en raison de la distance géographique. Le taux de réussite aux examens est excellent. En 2020, le CETAD comptait 29 élèves et aujourd'hui 40 élèves, et la formation s'ouvre également aux adultes. Ce CETAD pourrait d'ailleurs accueillir les futures formations du tourisme envisagées pour atteindre l'objectif de 300 000 touristes, afin de développer davantage ce secteur au Tuamotu-Gambier. N'oublions pas non plus le projet de CJA à Makemo, projet salué et attendu pour prendre en charge les 10% d'élèves en grande difficulté que compte dès la 6e le collège de Makemo. Je souhaite conclure en abordant le sujet du programme scolaire dans nos établissements. Les Tuamotu-Gambier, comme tous les autres archipels de Maohinui, ont leur propre langue qui font l'identité Paumotu et mangarévienne. Il est dommage que le programme scolaire de nos collèges des Tuamotu n'intègre pas encore leurs apprentissages. Pour l'heure, elles sont valorisées uniquement lors d'ateliers prévus dans le cadre de l'accompagnement éducatif, durant la pause méridienne ou en activité périscolaire. Le défi sera grand, il sera grand, mais le premier degré a commencé à se lancer dans cette réappropriation linguistique et culturelle, donc continuons au second degré. Cette réappropriation culturelle, linguistique et identitaire pourrait certainement redonner à nos adolescents des Tuamotu et des Gambier l'estime de soi et la confiance qui leur fait défaut aujourd'hui. Constat alarmant que nous ont remonté les principaux de ces collèges. Enfin, il y a une autre thématique qui concerne les Tuamotu-Gambier et tout le pays qui mérite notre attention. C'est le fait nucléaire. Morurua, la bombe et nous. D'une part, la question du fait nucléaire est enseignée comme une question sociale vive, une QSV. Par rapport à la QSV, le problème de cette approche est d'aborder la question du fait nucléaire de manière indirecte, par l'art plastique, les mathématiques, le français, etc. Or, les essais font partie de notre histoire. Et nous subissons aujourd'hui encore les conséquences des 193 bombes qui ont explosé à Mouroua et Fangatofa sous l'impulsion du colonisateur. Nous parvenons au triste constat que les jeunes générations restent peu informées sur ce qui s'est réellement passé durant ces 30 années. D'ailleurs, je profite de ce petit temps pour mettre en avant ce petit livret qui a été réalisé, que j'ai pu réaliser il y a 10 ans avec Bruno Barrio. Ce petit livret nous raconte l'histoire du CEP et du nucléaire dans notre pays jusqu'à l'arrêt des essais nucléaires. Et dans ce petit livret, il y a un schéma, un dessin qui nous montre la contamination due aux pluies radioactives suite aux essais atmosphériques. Ce petit dessin, j'ai pu participer à l'élaboration des derniers manuels scolaires d'histoire et géo de CM2, CM1, CE2. On a intégré dedans, bien sûr, une partie sur l'histoire du nucléaire. Mais ce petit dessin qui explique tout, comment le pays a été contaminé, on a dû le retirer sous l'influence de l'armée. Je sais, monsieur le ministre, qu'actuellement vous allez lancer de nouveaux programmes et de nouvelles versions de nos manuels scolaires. Donc n'hésitez pas à parler de la vérité. Nos enfants, on mérite la vérité. Ce petit schéma est reconnu par la communauté scientifique internationale aujourd'hui. D'autre part, dans les collèges et lycées, le fait nucléaire est enseigné en heures supplémentaires, en histoire,
et n'est pas évalué au bac. Alors que pour les colonies françaises des Caraïbes, les DOM, l'esclavagisme fait partie intégrante du programme scolaire d'histoire et inscrit au BO, bulletin officiel, et figure au sujet du bac au même titre que les autres thèmes de l'histoire de France. Il est donc impératif que nous envisagions une révision de cette approche en vue d'affirmer l'étude du fait du nucléaire dans les manuels et programmes d'enseignement locaux et français, afin que cette tragique partie de notre histoire, tout comme la colonisation, figure dans les épreuves du baccalauréat ici comme en France. Tétoun 1 et Pouvana Opa, pour ne citer que, devraient y être aussi. Notre histoire du nucléaire fait l'histoire de France. Une des premières puissances nucléaires, c'est grâce à nous, grâce à notre ignorance et grâce à nos victimes. Si les petits Polynésiens, là je reprends le terme d'un ancien vice-recteur, doivent connaître cette histoire, les petits Français à 20 000 km aussi doivent connaître cette histoire qui fait la France aujourd'hui. Cette démarche permettra de mieux refléter notre réalité locale et de respecter notre devoir de mémoire, tout en préparant nos élèves comme les élèves de France à comprendre l'héritage des conséquences du fait nucléaire et de la colonisation. Je souhaite encourager donc le gouvernement à mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Maruru et Tiaro Fayari.